Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la situation compliquée qu'on est en train de vivre tous du confinement, parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident d'être H24 avec ses enfants et de ne pas pouvoir sortir surtout. Et donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour donner mes conseils pour bien vivre cette période du confinement, en tout cas pour la vivre le mieux possible. Alors moi j'ai pas d'expérience bien sûr de confinement comme on est en train de le vivre là. Par contre j'étais avec mon fils jusqu'à ses 3 ans et demi, donc âge auquel il a commencé l'école. Je me suis occupée de lui H24 jusqu'à ses 3 ans et demi. Et là je m'occupe de ma fille H24 aussi, qui va avoir 2 ans demain d'ailleurs. Et donc j'ai quand même une certaine expérience au niveau du fait de s'occuper de jeunes enfants H24, au niveau des activités qu'on peut proposer, des petites astuces pour avoir du temps pour soi, comment faire pour pas péter un plomb, parce que c'est sûr que c'est usant, c'est prenant. Voilà, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc c'est ça que je vais vous partager là maintenant. Alors, mon premier conseil, c'est d'avoir des routines pour les moments clés de la journée. Je sais qu'en tout cas, chez moi, c'est quelque chose de très important. Par exemple, pour ce qui est de s'habiller le matin, je sais que mon fils particulièrement, même ma fille, hein, c'est pareil, si on n'a pas établi quelque chose de clair au préalable, les jours où il n'y a pas de contraintes comme l'école, il peut voilà, vraiment passer du temps à daigner venir s'habiller, et en soi, c'est pas tant un souci qui s'habille pas tout de suite, mais c'est qu'après c'est chronophage, énergivore, parce qu'en fait j'ai l'impression de passer la matinée à lui demander bon quand est-ce qu'on y va, etc. Parce qu'il veut quand même que je l'accompagne, enfin voilà, c'est pas évident, et moi je sais qu'après je suis très frustrée, et lui aussi en fait, parce que s'il rentre dans une activité, il va pas avoir envie d'arrêter, évidemment, c'est normal, hein, nous on est pareil. Et après, du coup, ça prend du temps. Après, c'est plus le bon moment parce qu'il y a aussi sa sœur. Et enfin voilà, c'est compliqué en tout cas chez nous. Et j'ai remarqué que les matinées se passent tellement mieux si on suit notre petite routine. On se lève, on va prendre le petit déjeuner. Et après le petit déjeuner, hop, tout le monde va se préparer. Et ensuite, on commence une activité. Voilà, plutôt que de commencer des activités à droite, à gauche, chacun dans son coin. Et puis ensuite, pour réunir tout le monde pour aller se préparer, c'est compliqué. Donc ça, c'est juste un exemple. C'est comme ça chez moi. Après, vous, c'est peut-être autre chose chez vous. Mais si vous voyez un moment, quelque chose qui doit se passer tous les jours, et qui devient énergivore et chronophage et compliqué et source de tension, de conflit avec les enfants, c'est peut-être le moment de se poser et d'en discuter avec eux, s'ils sont en âge bien sûr, et de leur expliquer simplement les choses, d'être très honnête. Voilà, moi je suis frustrée quand ça se passe comme ça parce que ceci, cela, et je vois bien que toi aussi après c'est difficile pour toi, et comment est-ce qu'on peut faire, chercher des solutions ensemble et proposer une petite routine qu'on peut même écrire quelque part et afficher quelque part. Là c'est encore mieux, comme ça c'est écrit et l'enfant il peut vérifier sur la routine, il a bien en tête comment ça va se passer, et il y a des chances pour que ça se passe beaucoup mieux, pour gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Parce que l'enfant saura comment ça va se passer, parce que à force de répéter les mêmes choses chaque jour dans le même ordre, eh bien voilà, il s'y attend, et comme il s'y attend, il va coopérer beaucoup plus facilement. Et ça va beaucoup mieux se passer pour toute la famille. Donc ça, pour nous, je sais que c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, dès qu'on a su qu'on était confinés, que l'école était arrêtée, j'ai eu une discussion tout de suite avec mon fils, parce que assez rapidement, parce que je sentais les choses venir. Et voilà, je lui ai dit, bon bah voilà, il n'y a pas école et tout, comment est-ce qu'on s'organise pour se préparer le matin? Et je préfère prévenir que guérir, plutôt que ce soit compliqué, qu'on soit en tension, etc. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de veiller à prévoir des moments de pleine disponibilité avec son enfant. Donc de prévoir un vrai bon moment, au moins un quart d'heure, si ça peut être une demi-heure ou même plus, c'est encore mieux. Après, ça peut être plusieurs fois dans la journée, un petit peu moins de temps. Enfin voilà, bien sûr, chacun s'organise comme il le sent. Mais voilà, de ne pas oublier de prévoir ces moments-là. On peut faire une activité, on peut faire un jeu, on peut lire un livre, enfin ça peut être plein de choses, mais d'avoir un moment où on est 100% disponible pour son enfant, 100% connecté à lui, et on va tout lui donner, quoi, le meilleur de nous-mêmes dans ce moment-là. On va choisir de faire quelque chose avec lui qui nous fait plaisir aussi, bien sûr, parce qu'il faut qu'on y prenne vraiment du plaisir, hein, sinon l'enfant le sent et ça n'aura pas le même effet. Mais voilà, de trouver un moment pour se remplir mutuellement, remplir le réservoir affectif. Cette image-là, elle est
elle est très parlante et puis c'est vrai, ça marche tellement. C'est-à-dire que si l'enfant, on a pris le temps de remplir son réservoir, on a pris le temps d'avoir un vrai bon moment avec lui, bah ensuite il va être beaucoup plus autonome dans les moments qui vont suivre. Il va nous laisser un peu plus d'espace aussi pour faire ce que nous on a à faire. Et d'ailleurs, si on a quelque chose à faire, c'est beaucoup plus malin de commencer par avoir ce temps avec son enfant, de remplir son réservoir affectif et ensuite de faire ce qu'on a à faire. Parce que du coup, il sera comme rechargé d'amour et il sera beaucoup plus enclin à faire des choses de son côté, à jouer seul. Et voilà, donc c'est très important de prévoir des moments comme ça dans la journée. Parce que sinon, on risque d'avoir juste un enfant tout le temps collé à nous, qui se met à râler pour un rien. Et du coup, c'est désagréable pour le parent, c'est désagréable pour l'enfant, c'est désagréable pour tout le monde. Il vaut mieux juste prévoir ce bon moment où on lâche le reste, on se dit là, je suis vraiment avec toi, c'est notre moment à nous. On fait ce moment et puis ensuite on fait autre chose. Alors ensuite, mon troisième conseil, c'est de ne pas se mettre de pression par rapport à la continuité pédagogique. Alors je sais que c'est pas évident parce qu'il y a des écoles qui mettent la pression, etc. Bon. Et puis je sais aussi que ça dépend de l'âge de l'enfant, forcément, c'est pas pareil si on a un enfant de 10 ans que si on a un enfant de 4 ans, 5 ans. En tout cas, pour un enfant de moins de 6 ans, moi je parle surtout de cette tranche d'âge-là, pour un enfant de moins de 6 ans, je pense que c'est vraiment... Il faut vraiment se détacher de ça et ne pas se mettre trop la pression et ne pas absolument chercher à remplacer l'école en faisant comme l'école, parce que de toute façon c'est voué à l'échec, on ne pourra pas, ce n'est pas le même contexte, on n'est pas l'école, on est à la maison, on est la famille, mais c'est aussi l'occasion d'avoir des apprentissages différents et ça peut être vraiment très riche. Donc pour les années maternelles, je pense que juste prévoir des petites activités de temps en temps, eh bien c'est très bien. Et puis si à certains jours on n'en fait pas du tout et qu'on fait juste des jeux de société ou des activités de vie pratique, eh bien c'est très bien aussi, c'est vraiment pas grave. Il faut pas oublier que l'enfant, surtout à cet âge-là, il apprend en vivant, il apprend tout le temps. Il n'y a pas que quand il est devant une activité pédagogique ou quand il est devant un cahier en train de faire des exercices qu'il apprend. Non, non, bien sûr que non, il apprend en jouant, il apprend même en s'ennuyant, ça stimule sa créativité, il apprend avec la vie pratique, donc juste le fait de lui proposer de faire le repas avec nous, le fait de lui proposer de nous aider à ranger, à nettoyer des petites choses, lui proposer des tâches simples, c'est excellent pour lui. En fait, ça lui fait travailler ses compétences exécutives, donc c'est-à-dire sa mémoire de travail, la mémoire à court terme, son réflexe inhibiteur, donc ce qui permet de se retenir de faire quelque chose. Pardon, j'ai été interrompue, ma fille s'est réveillée de sa sieste. Mais oui, donc je disais, rien que le fait de faire des activités de vie pratique avec son enfant, c'est-à-dire de lui proposer de participer pour la cuisine par exemple, ou pour d'autres tâches simples du quotidien, des tâches simples avec une succession de choses à faire avec un but précis. Donc rien que ça, c'est déjà énorme pour un enfant niveau maternel et ça lui permet de travailler donc ses compétences exécutives, comme je le disais, c'est-à-dire sa mémoire de travail, son contrôle inhibiteur et aussi la capacité à détecter ses propres erreurs et ensuite à les corriger. Ça s'appelle la flexibilité cognitive. Donc rien que ça a l'air de rien, mais c'est un énorme travail pour lui. Et il a été montré que ces compétences exécutives qu'il va développer via ces tâches-là, elles vont ensuite être très utiles pour les autres apprentissages plus formels. Voilà, donc on ne perd pas de temps à faire ça avec son enfant, c'est aussi très utile pour ses apprentissages. C'est vraiment extrêmement bénéfique et le fait d'avoir tout ce temps à la maison, ça peut être vraiment l'occasion de travailler là-dessus, de mettre à profit ce temps-là pour faire tout ça, pour le laisser faire un maximum de choses tout seul et pour lui donner des tâches simples, de choses du quotidien donc qui ont du sens pour lui. Et sans oublier bien sûr que l'enfant apprend mieux avec plaisir, bien mieux avec plaisir, c'est même essentiel. Donc voilà, il ne faut vraiment pas forcer les choses, imposer des apprentissages forcés parce que ça ne peut pas fonctionner et ça risque juste de nuire à la relation. On risque de péter un câble en fait très rapidement, surtout voilà, que le confinement va durer pas mal de temps. Donc pour se préserver, pour préserver la relation avec son enfant, je pense que c'est vraiment important de lâcher prise sur ces apprentissages formels là. Donc juste de profiter de la vie pour proposer à l'enfant de participer, l'inviter toujours pour la vie pratique, tant qu'il en a envie, sans jamais forcer évidemment, et proposer de temps en temps une petite activité plus pédagogique, peut-être un petit peu plus formelle, quand il en a envie, et selon ses centres d'intérêt, de l'observer pour voir ses périodes sensibles du moment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a envie de développer comme compétence là maintenant, à quoi il est sensible et chercher à développer ça donc pour que les apprentissages se fassent dans le plaisir.
Donc si on voit par exemple qu'il cherche à déchiffrer des lettres sur les boîtes, les bouteilles, les compotes, etc., bah là on peut lui proposer une activité autour des lettres. Si on voit qu'il est intéressé par les chiffres, on peut lui proposer une activité autour des chiffres. Mais c'est important de faire en fonction de ses envies à lui, de ses centres d'intérêt à lui, et ce sera bien plus bénéfique que d'essayer de suivre un programme. Et je pense que ce qu'il faut éviter absolument, c'est de se fixer des objectifs vraiment rigides en se disant il faut qu'à la fin de la semaine on ait fait ça, 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 à la fin de telle semaine on ait fait ça, ça, ça. Ça, je pense que c'est vraiment contre-productif, et à part être source de stress pour les parents comme pour l'enfant qui va ressentir cette pression, ça peut vraiment rien donner de bon. Alors je vois que mon quatrième point c'était justement d'impliquer les enfants dans les tâches du quotidien, donc j'en ai déjà bien parlé dans le point d'avant finalement, mais je voulais dire par là aussi pour se dégager du temps. C'est-à-dire que par exemple si on doit préparer le repas et notre enfant nous sollicite, il a besoin de nous, il a besoin de notre présence, il aimerait faire quelque chose avec nous, jouer avec nous, bah, plutôt que d'essayer de l'occuper sur autre chose pendant que nous on essaye tant bien que mal de faire à manger, c'est plus efficace de juste l'impliquer à ce qu'on fait et de partager ce moment ensemble, mais avec ce but commun de préparer le repas, par exemple. Non seulement c'est utile pour les apprentissages, comme je le disais avant, mais sur ce point-là, je voulais aussi dire que quand on a des choses à faire, c'est pertinent d'impliquer son enfant pour réussir à faire ces choses-là, parce que ça permet de l'occuper tout en accomplissant la tâche nécessaire. Alors bien sûr, ce sera plus long que si on le fait seul, mais au moins, au final, ce sera fait. Ensuite, mon cinquième conseil, c'est de prévoir un moment défouloir, un moment pour décharger les tensions, parce que forcément, les enfants ont besoin de se défouler. Et là, avec le confinement, surtout si on n'a pas de jardin, c'est pas évident, c'est sûr. Hein. Bah, moi-même, donc chez moi, nous, on a une petite terrasse déjà, on n'est pas à plaindre. Hein, ça, beaucoup de familles qui n'en ont pas du tout. On a une petite terrasse. C'est très très petit, ça permet quand même de sortir un tout petit peu prendre le soleil, mais c'est sûr que c'est pas la même chose que d'aller se promener. Donc dans ces cas-là, je pense que c'est vraiment important, quand on sent que notre enfant il a besoin de se défouler, bah, de lui proposer de le faire à fond. On peut faire un petit parcours de motricité dans la maison par exemple avec le mobilier, on peut lui proposer de sauter très fort, on peut faire des jeux de chahut, enfin voilà, je pense que c'est important de prévoir un moment comme ça pour courir et surtout de le laisser courir dans la maison, de le laisser se défouler parce que c'est un vrai besoin qu'il a et si on réprime ce besoin-là, ça risque ensuite de se répercuter, on risque d'avoir des crises, on risque voilà, d'avoir des débordements émotionnels parce que ce besoin n'aura pas été rempli. Ensuite, conseil numéro 6, je pense qu'il est important aussi, c'est d'adapter l'environnement pour que l'enfant puisse s'occuper seul au maximum. Une fois qu'on aura fait cette activité pleinement avec lui, comme je disais au départ, et que son réservoir affectif sera bien rempli, s'il a à sa portée des activités intéressantes, des jeux pour ses jeux libres, etc., il sera bien plus enclin à ensuite s'occuper seul à un moment. Et donc ça, c'est aussi un soulagement forcément pour nous en tant que parents. Donc c'est important qu'il ait ces petites affaires qui soient à sa portée, à sa hauteur évidemment, pour qu'il puisse les prendre sans nous solliciter, et aussi qu'ils soient bien rangés pour qu'il s'y retrouve. Donc l'idéal c'est d'éviter d'entasser les choses dans un coffre à jouets par exemple, mais de plutôt les disposer de manière assez ordonnée sur une étagère ou dans des tiroirs, et que ce soit clair et structuré pour qu'ils sachent où trouver les choses, et on va avoir un jeu là, un jeu là, un jeu là, plutôt que tout mélanger un peu n'importe comment. Voilà. Donc ça, c'est un concept important de la pédagogie Montessori. Ça répond aux besoins d'ordre de l'enfant, et je pense que c'est un critère important pour que ça se passe bien à la maison, surtout quand on y passe toutes nos journées. Il faut que l'enfant s'y retrouve dans ses affaires et puisse s'occuper seul de cette manière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des rotations au niveau des jeux, des activités à disposition, pour pas qu'il se lasse en fait, parce que peut-être qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, il aura fait le tour, et puis du coup ça l'intéressera plus, et il aura plus de mal à rentrer dans une activité tout seul dans un jeu, alors que s'il y a une rotation, on ressort un jeu oublié depuis longtemps, qui était rangé dans une armoire ou au fond de sa chambre, et il n'y touchait pas, et on le remet dans le salon à un endroit où il est bien visible, bah là il y a toutes les chances pour que quand il le retrouve, il se dise « Ah chouette, j'avais oublié ce jeu-là », et puis qu'il les joue un long moment. C'est toujours chouette pour tout le monde. Donc moi je recommande vivement tout ça, les rotations de jouets, donc éviter d'en mettre trop d'un coup, faire une sélection et puis changer une semaine plus tard
ou deux et puis changer à nouveau, et puis de les ranger de manière structurée, ordonnée pour que l'enfant s'y retrouve. Je recommande d'être alerte aussi sur ce que nous on peut ressentir, parce que encore une fois, être H24 avec les enfants c'est épuisant, c'est pas évident, et des fois c'est possible qu'on n'en puisse plus, qu'on ait besoin d'une pause. C'est humain, hein, c'est normal, on n'est pas des robots. Et donc ce qui est important c'est de sentir en fait, quand on commence à se sentir tendu dans son corps, quand on commence à voilà, avoir le cœur qui va un peu plus vite, à sentir l'agacement qui monte, bien là, faut pas se forcer à continuer à faire les choses avec son enfant alors qu'on voit que ça bloque et qu'on voit qu'on commence à saturer, parce que là, on risque vraiment d'exploser sur lui, de lui crier dessus et ça risque de mal se passer. Et ce qu'il faut faire dans ces moments-là, tant que possible, c'est de prendre une pause pour soi. Ça peut être vraiment juste une minute, hein, c'est pas grand-chose, mais juste d'aller souffler, prendre des grandes respirations, boire un verre d'eau, aller aux toilettes, écouter une petite musique dans un coin sur son téléphone, j'en sais rien. On peut dire juste à notre enfant, là, excuse-moi, je reviens dans une minute. Prendre ce petit moment pour soi, hein, ça peut être très bref, mais déjà, ça peut vraiment faire du bien et éviter de déraper par la suite. Donc être alerte sur ses propres émotions, c'est important. Et tout renier, refouler, c'est pas bon, on risque juste d'exploser ensuite. Et encore une fois, en confinement, H24 avec les enfants, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Voilà, faut être lucide, c'est dans ces moments-là qu'on risque de craquer, qu'on risque d'user de violence éducative. Donc c'est important d'avoir ça en tête pour essayer de prévenir ça au maximum. Mon 8e conseil, c'est de passer le relais quand c'est possible, donc ça va de pair avec ce que je disais juste avant. On risque plus d'avoir des débordements quand on est sans cesse avec les enfants, et donc si on est deux, alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde évidemment, et dans le cas contraire c'est plus compliqué évidemment. Si on a la chance d'être deux, je pense que c'est important aussi de savoir passer le relais quand on sent que nous on n'y arrive plus. C'est important aussi de déléguer quand on sent qu'on a besoin de déléguer, si on a l'impression qu'on fait trop de choses, ou si on a l'impression qu'on a besoin que le conjoint fasse telle ou telle chose, de ne pas hésiter à lui dire et lui dire clairement, parce qu'il ne peut pas forcément deviner. Et si on ne le dit pas et qu'on attend qu'il fasse des choses qu'il ne les fait pas, là on risque de nourrir énormément de ressentiments, et après on risque de se prendre la tête justement avec son conjoint. Ça peut vraiment pas être évident, hein, le confinement tous ensemble H24, donc voilà, pour préserver les relations avec tout le monde, je pense que c'est très important de communiquer sur ses propres besoins, ses propres émotions, et de dire ce qu'on attend de l'autre, et d'avoir quand même une forme d'organisation avec l'autre, de prévoir, voilà, tel moment, j'aimerais bien que tu t'occupes des enfants à ce moment-là pour que moi je puisse faire ça, parce que j'ai besoin d'avoir ce moment-là, ou quand est-ce que c'est possible qu'on passe dans l'autre sens, voilà, avoir une organisation, des moments où l'un s'occupe des enfants, des moments où c'est l'autre, pour pouvoir aussi faire ces choses à soi, de son côté, avoir des petits moments pour soi, parce que c'est aussi important pour tenir le coup sur la durée. Ce qui m'amène au 9e point, qui est d'avoir des moments pour soi. Donc ça peut être des moments où on va lire, on va travailler, on va faire autre chose en fait, juste que s'occuper des enfants. Et je pense que c'est important d'être à l'écoute, comme je le disais, sur ses propres besoins aussi, et de poursuivre des choses pour soi. Tant que possible. Si on a le conjoint par moment et qu'on peut dire à tel moment je fais ça et toi tu t'occupes des enfants, c'est super. Et puis sinon, quand les enfants sont couchés aussi, de prévoir ces petits moments de reconnexion à soi, parce que c'est important aussi de penser à soi. Et c'est pas égoïste, puisque c'est en pensant à soi aussi qu'on est plus à même de s'occuper de ses enfants et d'être agréable avec son conjoint, ses enfants. Alors que voilà, si on refoule ses propres besoins, ses propres émotions, on risque juste de s'épuiser et d'exploser sur tout le monde, et c'est surtout pas ce qu'on veut, évidemment. Des fois c'est possible, des fois c'est moins possible. Moi par exemple, mon mari, pour son travail, la semaine il a des horaires voilà, qui n'ont pas du tout changé, il travaille toute la journée pour son entreprise, il a des réunions, etc. En ligne, et sa charge de travail n'a pas du tout diminué, donc c'est moi qui gère les enfants toute la journée, et c'est clair comme ça. C'est calé, je vais pas être frustrée de le faire parce que c'est notre organisation, je le sais, et c'est comme ça. Et après par contre, eh bien, moi j'ai communiqué avec lui mon besoin aussi d'avoir des temps pour travailler de mon côté, et donc il y a des moments le soir où j'ai un petit moment pour travailler aussi, et puis le week-end, comme là tout de suite, où il s'occupe des 2 enfants pendant que moi je fais cette vidéo. Voilà, donc ces moments-là me font du bien, parce que moi aussi j'ai besoin d'avoir mes moments pour faire mes propres projets à moi aussi. Et donc voilà, c'est comme ça que je conseille de fonctionner, et même avec quelqu'un qui travaille toute la journée, et même quand c'est pas forcément évident,
on peut toujours essayer de s'arranger pour trouver ces moments pour soi. Et puis les moments pour soi, c'est aussi pas forcément des longs moments, ça peut aussi juste être 1 minute sur la terrasse à boire son café en regardant le soleil, à sentir le soleil sur son visage. Ça peut être un petit thé en lisant quelques pages de son livre. Et en fait, ça peut être des choses qu'on fait aussi quand les enfants sont présents. On peut aussi se caler des petits moments. Forcément, quand ils sont présents, ça va être des tout petits moments, mais ces tout petits moments-là, ils font du bien quand même. Et je pense que c'est important de se les accorder, des moments en conscience où on s'occupe de soi, où on savoure voilà, le soleil qui caresse la joue, le fait de regarder le ciel, j'en sais rien, des petites choses qui nous font du bien. Ça peut être aussi appeler une copine, voilà, des petites choses comme ça, qu'on se cale dans la journée, même quand les enfants sont là, et après forcément, selon l'âge de l'enfant, on va pas faire les mêmes choses ou la même durée, hein. Un enfant de 5 ans, on peut lui dire, attends, là je prends un petit quart d'heure pour faire telle ou telle chose, et un enfant de 2 ans, ma fille elle a 2 ans, c'est sûr que pour patienter c'est compliqué encore à son âge, donc je m'adapte à ça aussi, mais même 2 minutes, ça peut faire du bien, donc ça vaut le coup d'essayer. Et enfin, le dernier point, et ça je sais que c'est pas évident, mais c'est d'essayer de garder un état d'esprit positif malgré tout, malgré les circonstances actuelles qui sont très anxiogènes, d'essayer de voir le bon côté des choses malgré tout, même si je sais que c'est pas toujours évident. Alors déjà, moi je recommande de pas trop se noyer dans les chaînes d'information assez anxiogènes, se couper un petit peu de tout ça, de suivre ce qui se passe, mais avec une certaine distance et surtout pas devenir accro à toutes ces infos-là parce que ça nous fait pas du bien, ça nous stresse. Moi, je sais que les premiers jours du confinement, j'étais comme ça, j'avais tendance à être beaucoup trop sur mon téléphone, à scruter tout ça et après, je me suis forcée à le mettre de côté parce que vraiment, c'était pas bon pour moi, que je le sentais. Et voilà, on se fait pas du bien, puis ça sert à rien finalement. Donc, faut, voilà, suivre les consignes, bien évidemment, rester chez soi et puis après, ça sert à rien de stresser pour stresser. Donc, voilà, se couper de ça, je trouve que ça aide déjà à être plus serein. Et puis ensuite de voir le bon côté des choses, parce qu'il y en a la plupart du temps. Moi par exemple, de mon côté, j'essaye de savourer ces moments que j'ai avec mon fils que je n'aurais pas s'il était à l'école. J'essaye de me dire, là c'est chouette, on a le temps de faire ça, 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 et donc on va le faire. Et toutes ces choses, ces frustrations que j'ai pu ressentir avant, quand il allait à l'école, parce que j'aurais bien fait ça ou ça ou ça avec lui, mais en fait je pouvais pas parce qu'avec le rythme de l'école c'était pas possible, parce que quand on rentre à la maison, on n'a pas beaucoup de temps avant de passer à table et enchaîner avec le coucher, etc. Et bien ces choses-là, je me dis là c'est le moment de les faire. Donc telle activité, des activités qui durent 1 heure. Il y a des coffrets avec des animaux des continents par exemple, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait, ça m'a fait plaisir de le refaire avec lui. Enfin voilà, de savourer ce temps en plus qu'on a pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Et ça, je trouve que c'est une bonne manière de voir le bon côté des choses. Et moi, je sais que personnellement, ça me fait du bien. Donc j'encourage à essayer de se mettre dans cet état d'esprit-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le confinement se passe le mieux possible pour vous. Et pour vous aider, il faut que je vous dise aussi que j'ai préparé une petite surprise. C'est un document avec 50 activités à faire avec son enfant entre 0 et 6 ans à la maison. Donc des activités d'intérieur qui sont adaptées au contexte du confinement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin du tout d'acheter de matériel spécial. Voilà, vous pouvez faire avec ce que vous avez déjà chez vous. Et ce sont bien évidemment des activités d'intérieur. Voilà, c'est plein d'idées pour vous aider, pour passer des bons moments avec vos enfants, pour occuper vos enfants pendant cette période et pour partager des jolis moments avec eux, pour mettre cette période à profit. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour le télécharger, c'est très simple, vous cliquez sur le lien sous la vidéo, je vais le mettre en barre d'infos, et puis vous vous inscrivez avec votre adresse email et vous recevrez directement dans votre boîte mail le fichier PDF avec les activités. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!